Le cas choquant de la famille incestueuse qui cachait 6 enfants dans un ranch à Durango jusqu'en 2016. Personne n'imaginait ce qu'il y avait derrière cette clôture rouillée. Au milieu d'un terrain sec et oublié par le temps, au nord de l'État de Durango. Depuis la route, on apercevait à peine la silhouette d'une maison en bois vieilli, avec le toit affaissé et une seule fenêtre couverte de plastique. Mais à l'intérieur de ces murs, éloignés des écoles, des hôpitaux et de toute trace de communauté, se cachait un secret qui ébranlerait tous ceux qui vinrent à le connaître. Un secret gardé pendant des générations. 6 enfants. 6 vies nées du silence, de la peur et d'une chaîne familiale qui ne connaissait pas d'autre forme d'existence que celle dans l'obscurité. Tout commença à être mis au jour par une dénonciation anonyme, une note laissée sous la porte d'un petit bureau d'assistance sociale. Il était seulement dit, au ranch des S, il y a des enfants qui ne sont jamais sortis. Ils ne parlent pas. Ils ne savent pas qui nous sommes. Je suis Burgo, et c'est le Mexique interdit. Si tu valorises les histoires que personne n'ose raconter, abonne-toi à cette chaîne et active la petite cloche. Parce que ce que tu vas écouter aujourd'hui n'est pas facile à digérer. C'est une histoire qui fait mal, qui secoue et qui nous oblige à regarder en face ce que bien des fois nous choisissons d'ignorer. Laetitia ne travaillait que depuis 3 semaines comme assistante sociale dans la région de Canatlan. Elle avait parcouru plusieurs communautés rurales, beaucoup avec des manques, mais rien qu'elle ne pût s'attendre. Jusqu'à ce qu'elle lise cette note. Elle consulta les archives du DIF local, chercha des registres, des actes de naissance, des rapports médicaux, mais ne trouva rien avec ce nom de famille. Elle décida de visiter l'endroit seule, sans préavis. En arrivant, un portail en fil de fer à moitié ouvert lui permit de voir la maison de loin. Tout semblait abandonné. Mais derrière le verre brisé de la fenêtre, elle crut voir 2 yeux fixes, immobiles. Elle descendit du véhicule avec précaution et s'approcha. Il n'y eut pas d'aboiement, ni de voix, ni de pas. Seulement le son du vent sec et des branches cassées. Elle frappa à la porte 1, 2, 3 fois. Personne ne répondit. Elle était sur le point de se retirer lorsque, de l'intérieur, une voix enfantine murmura quelque chose d'incompréhensible. Laetitia demanda s'il y avait quelqu'un et la porte s'entr'ouvrit. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. Dans la pénombre, 5 enfants d'âges différents et une créature plus petite au sol l'observaient sans bouger. Leur visage était burnt pâle, avec des marques de malnutrition et des yeux sans expression. Une des filles le plus âgées avait un strabisme et les cheveux tellement emmêlés qu'il semblait ne pas avoir été lavé depuis des mois. Un enfant d'environ 7 ans avait la mâchoire tordue et les dents mal formées. Le bébé, dans le coin, tenait une poupée cassée et balbutiait des mots qui n'avaient pas de sens. Laetitia ne vit pas d'adulte. Elle demanda si leurs parents étaient là. Personne ne répondit. Seule la fille la plus âgée, dans un murmure presque inaudible, dit qu'ils étaient là derrière. Elle n'osa pas entrer. Elle prit mentalement note de tout, retourna à sa voiture et rapporta la situation. On lui dit que c'était probablement une famille traditionnelle qui vivait selon ses propres règles, que ce n'était pas rare dans cette région, mais quelque chose dans leurs yeux ne la laissait pas en paix. Elle revint quelques jours plus tard, cette fois avec un sac de provisions. Elle fut reçue par la même fille. Elle dit que son nom était Clara. Elle avait 12 ans, mais semblait en avoir 8. Laetitia lui demanda si elle allait à l'école. La fille ne comprit pas. Elle ne savait pas ce qu'était une école. Elle lui demanda si elle savait lire. Clara baissa la tête. Elle tenta de lui montrer un cahier, mais il n'y avait que des dessins grossiers. Les autres enfants restaient silencieux, la regardant depuis les coins. Un des adolescents avait le dos courbé et marchait avec difficulté.
Quand Laetitia leur offrit des biscuits, aucun ne sut comment ouvrir le paquet. Ce fut ce qui la fit le plus pleurer en rentrant chez elle. Avec le temps, Laetitia réussit à converser avec la mère. Une femme au visage épuisé, à la peau tannée et aux yeux vides. Elle lui dit qu'elle n'avait pas de papier, qu'elle n'était jamais allée à l'hôpital, que les enfants étaient nés là même et qu'ils n'avaient besoin de personne. Elle dit que son mari s'occupait de tout, que c'était mieux ainsi. Laetitia demanda si tous étaient ses enfants. La femme ne répondit pas. Les voisins ne parlèrent pas. Quand Laetitia alla enquêter dans les environs, tous évitèrent le sujet. L'un d'eux, déjà âgé, dit seulement que cette famille avait toujours été bizarre, que depuis les grands-parents, ils se mariaient déjà entre cousins et que personne ne s'en mêlait. Un autre lui avertit qu'il était préférable de laisser les choses comme elles étaient. Mais Laetitia ne pouvait pas. Elle alla à Durango Capital et chercha un poulet médecin. Une pédiatre accepta de l'accompagner discrètement. Elles examinèrent 3 des enfants sous prétexte d'une brigade rurale. Les diagnostics coïncidaient, dénutrition sévère, possibles dommages neurologiques, retard dans le développement du langage. Mais le plus délicat arriva ensuite. Les analyses de sang révélaient une coïncidence génétique anormale. Il était probable que les 6 enfants étaient le produit de relations entre parents très proches. Laetitia, dévastée, savait que cela devait être rapporté formellement. Elle le fit. Le bouleversement fut au niveau de l'État. Au début, la réponse fut maigre. Il n'y avait pas assez de preuves, disait-il. Jusqu'à ce qu'un des enfants tombe gravement malade. Clara fut celle qui frappa à la porte du centre de santé le plus proche, portant dans ses bras le plus petit, inconscient, couvert d'une couverture sale. C'était la première fois que quelqu'un de cette famille traversait plus de 5 kilomètres à pied pour demander de l'aide. L'enfant ne survécut pas. Il avait à peine 2 ans. Il mourut d'une infection intestinale qui, avec un traitement de base, aurait été contrôlé. Son corps était fragile, avec des marques sur la peau qui faisaient soupçonner une négligence prolongée. Ce fut alors que les autorités ne purent plus ignorer. Elles arrivèrent avec des patrouilles au ranch. Le père tenta d'empêcher à grands cris qu'elle n'entre. Il dit que les enfants étaient les siens, que personne ne les lui enlèverait, qu'il les nourrissait, qu'il les élevait comme il se devait. Mais il était déjà trop tard. Les 6 enfants survivants furent retirés. Ils furent emmenés dans des centres d'attention spécialisés. Certains ne parlaient que des monosyllabes. Ils ne savaient pas comment se laver, comment s'asseoir à table, comment regarder dans les yeux. L'un d'eux, en voyant une croix sur le mur de l'abri, demanda qui était cet homme pendu. Il n'avait jamais entendu le nom de Dieu. La mère fut emmenée dans un refuge. Elle ne sut pas expliquer comment tout avait commencé. Elle pleurait seulement. Elle disait qu'elle ne savait pas faire autrement, que sa mère avait fait la même chose, que le silence était la seule évidence qu'elle connaissait. Le ranch fut abandonné. La porte resta ouverte. Les voisins disaient que personne ne voulait s'approcher. Qu'il y avait quelque chose de lourd dans l'atmosphère. Laetitia revint une seule fois. Elle trouva un cahier avec des dessins, une poupée cassée et une Bible sans pages. Elle laissa tout dans une boîte avec une note « Que Dieu les aide où qu'ils soient ». Ce fut la seule photo qui put être récupérée. Les 6 enfants ensemble, debout devant la maison, avec le soleil frappant de côté et les yeux mi-clos. L'image est floue, mal prise, mais suffisante pour ébranler celui qui s'est transformé en une chaîne de courriels entre les administrations publiques, des rapports urgents du parquet et des appels de presse qui cherchaient une réponse. Mais il y avait plus de questions que de certitudes. Comment une famille a-t-elle pu rester invisible si longtemps?
Qui étaient vraiment ceux qui se sont transformés en une chaîne de courriels entre les administrations publiques? Rapports urgents du parquet et appels de presse qui cherchaient une réponse? Mais il y avait plus de questions que de certitudes. Comment une famille a-t-elle pu rester invisible si longtemps? Qui étaient Han vraiment les parents? Où étaient les documents, les actes, les registres de vaccination, les naissances? Les 6 enfants ont été emmenés dans différentes maisons d'accueil dans la capitale. Il a été décidé de les séparer temporairement pour des raisons médicales et psychologiques. Les plus jeunes nécessitaient une attention urgente en raison de leur faible poids, d'infections respiratoires et de signes d'abandon chronique. Clara, l'aînée, a été admise dans un centre avec une attention spéciale pour les mineurs en situation de violence familiale. C'était la seule qui articulait des phrases complètes, bien que sa façon de parler fût lente, hésitante, comme si les mots avaient du mal à sortir. Elle ne connaissait pas les jours de la semaine, ni les mois, ni ne pouvait compter jusqu'à 10. Elle savait qu'elle avait des frères et sœurs, mais elle n'était pas sûre s'ils étaient 5 ou 6. Parfois, elle disait qu'il y en avait un autre qui ne vivait plus avec eux. Personne ne sut si elle parlait d'un avortement, d'un enfant mort ou d'une mémoire imaginaire. La directrice du centre où Clara a été accueillie a décrit son comportement comme celui d'une enfant brisée. Elle restait assise pendant des heures, à regarder par la fenêtre, grattant le bois du cadre avec ses ongles, murmurant des chansons sans paroles. Elle ne pleurait pas, ne riait pas, elle se taisait seulement. Une nuit, après une séance avec une psychologue, elle a dessiné pour la première fois quelque chose de différent. Une maison avec des barreaux, un soleil avec un visage triste et une figure masculine avec de grandes mains. Au bord de la feuille, elle a écrit avec effort « Je ne veux pas revenir ». Les travailleurs sociaux tentaient de reconstituer l'histoire. Ils ont cherché des registres scolaires dans toute la région. Ils ont interrogé des sages-femmes, des médecins ruraux, des curés de villages voisins. Personne ne savait rien. Jusqu'à ce qu'une femme âgée, sage-femme à la retraite, a dit se souvenir qu'il y a environ 12 ou 13 ans, elle avait aidé une jeune femme à accoucher dans ce ranch, que l'homme ne la laissait pas parler, qu'on l'avait payée avec des poules et qu'on lui avait demandé de ne rien raconter. Elle a accepté par nécessité. Mais depuis lors, elle portait le poids du silence. Elle a dit que la jeune femme semblait confuse, comme si elle ne savait pas qu'accoucher était quelque chose qui faisait mal. Comme si personne ne lui avait rien dit sur son propre corps. Cette déclaration a mené à un tournant dans l'enquête. On a commencé à soupçonner que la mère des enfants, identifiée comme Francisco Eze, n'était pas la femme de l'homme, mais possiblement sa fille. Le manque de documents compliquait tout. L'homme a refusé de déclarer et répétait seulement qu'ils étaient sa famille, qu'ils n'avaient jamais manqué de nourriture ni de toit. Il se montrait défiant, mais par moments il tremblait. Des spécialistes en abus familial ont affirmé que son langage corporel était typique des agresseurs ayant un historique prolongé de contrôle. Il n'élevait jamais la voix, mais ne demandait pas non plus pardon. Il parlait de ses enfants comme s'ils étaient des animaux qu'il avait créés. Comme si tout ce qui avait été fait était une sorte d'acte de survie qui ne nécessitait pas d'explication. Aziska, pour sa part, restait dans un refuge protégé. Elle parlait à peine. Quand on lui demandait comment sa relation avec cet homme avait commencé, elle baissait le regard et disait qu'il avait toujours été là. Qu'elle ne se souvenait pas quand ce fut la première fois. Que sa mère vivait aussi dans cette maison, mais était morte il y a des années. Personne n'avait enterré ce corps officiellement. Les voisins mentionnaient vaguement qu'à un moment donné, ils avaient vu une croix improvisée dans l'arrière-cour. Le parquet décida de chercher. Ils creusèrent près du puits et trouvèrent des restes osseux. Il n'y avait pas d'acte de décès.
ni de naissance. C'était comme si cette femme n'avait jamais existé. Pendant ce temps, les enfants commencèrent à montrer des signes de ce qu'ils avaient vécu. L'un des adolescents, appelé Thomas par les soignants, souffrait d'attaques de panique en voyant des portes fermées. Un autre enfant urinait chaque fois qu'un adulte mâle s'approchait de lui. La fillette de 6 ans se réveillait en hurlant à l'aube, disant qu'elle ne voulait pas dormir sur la chaise. On ne sut pas à quoi elle faisait référence. Jusqu'à ce que Clara expliqua lors d'une session que quand quelqu'un se comportait mal, le père l'attachait à une chaise pendant des heures, parfois sans manger. C'était la punition, la norme, la punition d'avant. C'est ainsi qu'il l'appelait. Au milieu de tout cela, une femme nommée Mariana, infirmière bénévole, s'approcha de l'un des centres. Elle avait été mère célibataire et travaillait avec des enfants de communautés marginalisées. Quand elle vit Clara, elle ressentit quelque chose qu'elle ne put expliquer. Elle proposa de la visiter hebdomadairement. Elle apportait des contes, des biscuits, des peintures. Clara ne réagissait pas au début. Mais un jour, en voyant un conte illustré, elle demanda si la fillette du dessin vivait aussi dans une maison sans lumière. Mariana répondit que non, que cette fillette allait à l'école, avait des amis et jouait en plein air. Clara resta en silence. Après, d'une voix éteinte, elle dit qu'elle aussi voulait vivre en couleur. Ce fut le premier pas. Peu à peu, Clara commença à dessiner, à sourire de temps en temps, à poser des questions, à raconter des souvenirs fragmentés. Elle dit qu'il n'avait jamais eu de miroir, qu'il ne savait pas à quoi ils ressemblèrent de l'extérieur, qu'il pensait que tous étaient pareils, avec les mêmes yeux tombants, les mêmes mots coupés, les mêmes marques sur la peau. Que le père leur disait que dehors, tout était pire. Que les gens volaient les enfants, les frappaient, les rendaient malades. Que s'ils sortaient, ils mourraient, et que Dieu n'existait pas. Ce fut ce qui fit le plus souffrir Mariana. Qu'une fillette de 12 ans crut que Dieu était une invention. Elle lui demanda s'ils avaient déjà prié. Clara dit qu'elle ne savait pas comment, que personne ne leur en parlait. Mariana alors lui montra une prière simple. « Notre Père ». Clara tenta de la répéter. Elle trébuchait sur les mots, mais les écoutait avec respect. Elle demanda s'il était vrai qu'il y avait quelqu'un qui les regardait d'en haut. Mariana lui dit que oui, que même s'ils ne le voyaient pas, il les avait toujours vus, que c'est pourquoi maintenant elle était en dehors de cette maison. Clara pleura pour la première fois. Les autorités faisaient face maintenant à un dilemme. Comment reconstruire légalement l'identité de ces enfants? Comment les protéger du système qui, par omission, les avait abandonnés? Que faire d'un cas sans antécédents scolaires, médicaux, ni familiaux en dehors de cet environnement fermé? Des avocats, des psychologues, des travailleurs sociaux furent-ils convoqués? On tenta que Clara déclara formellement. Ce ne fut pas possible. Son témoignage était faible, confus, émotionnel. Les autres enfants étaient encore plus fragiles. Le procureur régional disait que l'affaire présentait des lacunes juridiques insurmontables. Personne ne savait comment procéder. Les médias commencèrent à être informés. Une journaliste divulgua une partie du dossier. La nouvelle se répandit. Certains le considérèrent un scandale, d'autres une honte nationale. Mais peu parlèrent du fond, de la douleur, des nuits sans nom, des prières qui ne furent jamais faites, des étreintes qui n'arrivèrent à jamais, des mots qu'ils n'apprirent jamais. Au ranch, tout resta comme c'était. Seul le vent passait. La maison restait debout, mais vide, comme une bouche ouverte qui ne vous avait plus. Sur l'une des parois,
Quelqu'un écrivit avec du charbon, « Ici, personne ne naquit ». Personne ne sut qui ne l'écrivit pas. Mais tous comprirent. L'histoire continuait de se dérouler. Mais les cœurs de ceux qui l'écoutaient ne pouvaient plus revenir en arrière. Parce qu'une fois que tu vois le visage d'un enfant qui ne sait pas que le monde existe, quelque chose en toi se brise pour toujours. Et toi, as-tu déjà senti que Dieu t'avait oublié? Imagine ce que c'est de naître sans savoir qu'il existe, tandis que l'histoire se déroulait entre dossiers judiciaires, articles divulgués et débats internes dans les institutions. Les jours continuaient pour les 6 enfants qui avaient vécu comme des fantômes pendant des années. Dans chaque recoin de leur corps et de leur regard, habitaient des signes invisibles d'abandon. Les professionnels qui les prenaient en charge savaient qu'il ne s'agissait pas seulement de reprendre du poids ou d'apprendre à lire, mais d'affronter un traumatisme collectif forgé en silence, où les liens les plus sacrés, ceux de la famille, avaient été déformés en chaînes d'obéissance et de peur. Clara, malgré sa fragilité émotionnelle, devint le point d'ancrage des frères et sœurs. Quand l'un d'eux se réveillait en criant au milieu de la nuit, elle s'approchait, le prenait par la main et murmurait des mots que seuls eux comprenaient. On l'appelait grande sœur, non par habitude, mais par nécessité et par... Elle avait appris à les protéger, même sans comprendre ce que cela signifiait. Elle se sentait responsable de chacun, comme si s'être échappée du ranch avec le plus petit dans ses bras l'avait marquée pour toujours. Mariana, l'infirmière bénévole, continuait sa visite hebdomadaire. Sa présence était la seule constante dans la nouvelle vie de Clara. Entre contes illustrés et biscuits moelleux, elle tentait d'ouvrir des espaces de confiance. Un après-midi, pendant qu'elle parlait d'animaux, Clara mentionna qu'elle avait toujours voulu voir un vrai cheval. Mariana lui promit de l'emmener dans une ferme proche. Quand le jour arriva, Clara ne voulut pas descendre de la voiture. Elle regardait les champs verts comme s'ils étaient un mirage. Elle dit que sa poitrine lui faisait mal, qu'elle sentait que si elle descendait, elle ne saurait pas revenir. Mariana l'étreignit pour la première fois. Clara ne savait pas comment répondre au geste. Elle resta immobile, les bras pendants, comme si le contact humain était quelque chose d'étranger. Après plusieurs minutes, ses doigts effleurèrent timidement le dos de Mariana. Ce fut la première étreinte de toute sa vie. Dans une autre institution, l'enfant le plus petit, qu'on avait nommé Diego, commença à développer une relation particulière avec la lumière. Il passait maintenant son temps à observer les rayons qui entraient par la fenêtre, bougeant ses doigts dans l'air, comme s'il tentait de les attraper. Quand les psychologues lui demandaient ce qu'il faisait, il répondait que c'était la seule chose qui ne faisait pas mal. Diego ne savait pas dessiner des personnes, seulement des cercles et des taches jaunes. Son langage était limité, mais ses gestes disaient tout. Il pleurait en entendant des cris, même s'ils n'étaient pas dirigés vers lui. Il se recroquevillait quand il entendait des pas masculins. Pendant les repas, il cachait du pain dans ses poches, comme s'il avait peur de ne plus jamais manger. Un des adolescents, appelé temporairement Samuel, commença à manifester des comportements d'automutilation. Il se mordait les doigts jusqu'au sang. Il ne parlait pas. Il ne répondait pas aux stimuli. Il ne faisait que se balancer sur une chaise, d'avant, en arrière, pendant des heures. Quand ils réussirent à ce qu'il utilise le bloc de papier, il dessina une figure humaine, sans visage. Il répétait ce dessin sur chaque feuille, encore et encore. Il ne dessina jamais un arbre, un animal, une maison. Seulement cette silhouette vide, comme s'il ne pouvait représenter autre chose que son propre vide. Les médecins suspectaient un trouble du développement aggravé par l'isolement extrême. Pendant ce temps, le processus judiciaire avançait à pas lents. Le père, sous garde à vue, refusait de coopérer.
Il alléguait que ses enfants étaient heureux à la maison, qu'il avait tout fait pour les protéger des maux du monde moderne. Il ne se déclara jamais coupable. Il n'utilisa même pas ce mot. Pour lui, sa conduite était celle d'un homme qui préservait sa famille de la perdition. Le parquet cherchait à l'inculper pour abus sexuels, privation de liberté, omission de soins et violences psychologiques continues. Mais chaque accusation requérait des preuves, des témoignages, des expertises, qui dans ce cas étaient difficiles à soutenir en raison de la fragilité émotionnelle des victimes. Le système ne semblait pas être préparé pour affronter un cas comme celui-ci. Les médias, pour leur part, commencèrent à construire leur propre version. Certains le présentaient comme un cas extrême d'inceste rural. D'autres parlèrent de la famille sauvage de Durango, mais presque personne ne mentionnait la douleur des victimes. Ils se concentraient sur les titres, sur les anomalies génétiques, sur les aspects scabreux, et laissaient de côté l'essentiel. Il s'agissait d'enfants. Il s'agissait d'êtres humains qui n'eurent jamais l'opportunité de choisir. Face à la pression publique, le gouvernement étatique organisa une conférence pour clarifier l'état du cas. Un fonctionnaire donna un communiqué bref. Tout était fait pour protéger les mineurs, leur offrir une attention intégrale et garantir leurs droits. Il ne serait pas permis qu'ils restent à l'abandon. Mais les questions ne furent pas permises. La conférence de presse dura moins de 5 minutes. Pour la majorité, ce fut une déception. Pendant ce temps, au refuge où se trouvait Francisco, les jours passaient entre séances de psychologie, moments de silence et laps de pleurs incontrôlables. Il y avait des jours où il semblait être totalement absent, et d'autres où il écrivait compulsivement sur des feuilles volantes. Personne ne comprenait ce qu'il notait. Lettres désordonnées, phrases sans connexion. Jusqu'à ce qu'une psychologue lui demande si ce qu'il écrivait étaient des prières. Francisco acquiesça. Il dit qu'il ne savait pas à qui il priait, mais qu'il le faisait au cas où. Que si quelqu'un les avait vus d'en haut, peut-être pouvait-il encore être pardonné. Un jour, il demanda à voir Clara. Ce fut la première fois que la fille refusa avec fermeté. Elle dit qu'elle ne voulait pas la voir, qu'elle ne savait pas qui était cette femme, que sa mère était une autre. Mariana ne pressa pas. Elle comprenait que les liens brisés ne se réparaient pas avec des visites. Cela requérait du temps, de la compassion et une guérison profonde. Malgré tout, Clara écrivait des lettres qu'elle déchirait ensuite. Lettres où elle disait qu'elle la pardonnait, mais qu'elle ne pouvait pas l'embrasser. Qu'elle la comprenait, mais qu'elle ne voulait pas retourner à cet endroit. En parallèle, une organisation civile proposa d'accompagner le cas. Des avocats spécialisés dans l'enfance, des thérapeutes experts en traumatisme complexe, et même un réseau de familles disposées à offrir des foyers temporaires furent offerts. Ce fut grâce à eux que certains des frères purent se retrouver sous supervision. Le moment fut tendu. Ils ne savaient pas comment se saluer. Ils ne savaient pas comment jouer. Ils s'assirent seulement, se regardèrent et pleurèrent en silence. Ce fut le début de quelque chose de nouveau. Le ranch restait fermé. La végétation commença à couvrir le sentier d'entrée. La maison craquait avec le vent. Les voisins s'habituaient à passer par là. Un après-midi, quelqu'un laissa une croix blanche devant la porte. Personne ne vit qui ce fut. Elle apparut seulement, clouée dans la terre sèche, avec une inscription écrite à la main. Ici aussi vécurent des enfants de Dieu. Cette image se viralisa. Mais non par morbidité, mais parce qu'elle toucha une fibre profonde. Parce qu'elle rappelait à tous que, même dans les endroits les plus sombres, la dignité humaine ne peut être enterrée. Qu'aucun enfant ne mérite de grandir sans un nom, sans un rire, sans une chanson avant de dormir. Et tandis que les jours suivaient, tandis que les rapports avançaient et que les gros titres s'éteignaient,
Clara demanda de nouveau une chose. Elle dit à Mariana qu'elle voulait apprendre à bien écrire. Elle voulait écrire son histoire, pour que personne d'autre ne grandisse en croyant que le monde se terminait sur une porte fermée. Et ainsi commença-t-elle à faire un alusto là où il n'y avait que des ombres. Parce que même après l'horreur, il y a ceux qui décident de ne pas tomber. Il y a ceux qui choisissent de guérir. Quand Clara demanda le papier pour écrire son histoire, les soignants ne le comprirent pas immédiatement. Certains pensèrent que c'était une phase, un outil de plus dans son processus thérapeutique. Mais pour elle, c'était autre chose. C'était la première fois que quelqu'un lui disait que sa voix importait, que ses souvenirs, bien que douloureux, méritaient d'être racontés. Mariana fut celle qui lui acheta un cahier à couverture dure et des feuilles épaisses, et lui expliqua comment utiliser les marges, comment organiser les mots en ligne, comment commencer par une date, même si elle ne savait pas exactement laquelle c'était. Le premier jour, Clara écrivit seulement un mot, avant. Puis elle resta à regarder la feuille blanche pendant 1 heure entière. Elle ne savait pas comment raconter ce qu'elle avait vécu. Elle ne savait pas comment expliquer que ce qui pour d'autres était horreur, pour elle avait été routine. Pendant des jours, son écriture avança lentement, comme une goutte qui tombe sur pierre. Elle utilisait des phrases entrecoupées, des mots qui n'étaient pas toujours bien écrits, mais qui saignaient la vérité. La chaise faisait mal, disait une ligne. Dans une autre, nous ne savions pas ce que c'était de se mouiller. Et plus loin, elle croyait que le monde était une histoire qu'il nous inventait pour nous faire peur. Pendant que Clara écrivait, dans une autre partie de l'État se déroulait un processus silencieux et lent. La reconstruction légale de l'identité des enfants. La plupart n'avaient pas d'acte de naissance, ni de cœur pis, ni d'empreinte dans aucun système national. Techniquement, ils n'existaient pas. Ils étaient des citoyens invisibles. Il fut nécessaire de recourir à des tests ADN, des comparaisons entre des échantillons biologiques et des analyses forensiques pour établir des liens sanguins. Ce qui fut découvert fut dévastateur. Tous les enfants étaient les fils du même homme et de femmes qui étaient, entre elles, sœurs ou filles de sa même lignée de sang. Le modèle génétique montrait une consanguinité sévère. Cela expliquait beaucoup des déformations physiques, des retards cognitifs et des troubles neurologiques détectés. Le parquet, en ayant ces résultats, voulut renforcer son cas contre le père. Mais il y avait un problème. Les lois mexicaines, bien qu'elles considèrent l'inceste comme un délit dans certains États, ne permettent pas toujours d'avancer judiciairement quand les victimes ne témoignent pas directement ou quand les faits se sont produits dans des contextes où il n'y a pas eu de force prouvable. La défense de l'homme a allégué que les relations avaient été consenties et qu'il s'agissait d'une forme alternative de vie rurale. La cruauté de ces mots a laissé en silence ceux qui écoutaient. Pendant ce temps, les enfants restaient dans des centres de soins spécialisés. Diego, le plus petit, avait commencé à prononcer ses premières phrases complètes. Il disait des choses simples, comme « je veux de l'eau » ou « c'est ma chaussure ». Mais pour les thérapeutes, chaque mot était un miracle. La petite fille de 6 ans, nommée temporairement Anna, a commencé à rire. Personne ne savait pourquoi. Mais elle riait en voyant une balle rouler, en entendant une chanson enfantine, en sentant des bulles de savon dans les mains. Son rire était désordonné, sans rythme, mais authentique. C'était le premier son de joie que quelqu'un entendait d'elle. Samuel, l'adolescent qui s'automutilait, a été transféré dans un centre avec une attention psychiatrique plus intensive. Là, après des semaines d'observation, il a commencé à dessiner avec plus de clarté. Ce n'était plus seulement des silhouettes de visages. Maintenant apparaissaient des portes. Grandes, petites,
fermées, entr'ouvertes. Une thérapeute lui a demandé si ces portes menaient quelque part. Samuel ne répondit pas. Il a seulement montré la plus petite et baissé la tête. Des jours après, il a écrit pour la première fois son nom complet, Samuel S. Il l'avait écrit sur le mur de sa chambre, avec un crayon rouge. C'était sa façon de dire qu'il voulait exister. Au refuge, Francisco a demandé à parler avec un prêtre. Non parce qu'elle voulait confesser quelque chose, mais parce qu'elle disait sentir un poids qui lui opprimait la poitrine. Le prêtre, un homme âgé qui avait travaillé dans des zones rurales pendant des décennies, s'est assis devant elle sans juger. Francisco a mis longtemps à parler. Quand elle l'a fait, elle a dit qu'elle n'avait jamais pensé que ce qu'elle vivait était un péché, parce qu'elle ne connaissait pas d'autre forme de vie. Qu'ils étaient nés dans ce ranch, que sa mère ne lui avait jamais expliqué ce qu'était le monde, et que son père lui disait seulement qu'à l'extérieur, il y avait la mort, des maladies et le péché. Qu'il était la loi, et que lui obéir était survivre. Le prêtre n'a pas parlé pendant un long moment. Ensuite, il lui a dit que parfois, le plus grand péché n'était pas de désobéir, mais de permettre que la peur ne fasse pas oublier que nous étions enfants de Dieu. Francisco a pleuré. Non pas avec des larmes scandaleuses, mais avec un pleur étouffé, comme si pour la première fois, la douleur avait la permission de sortir. Elle a demandé si ses enfants pourraient lui pardonner. Le prêtre a répondu que le pardon était un long chemin, mais qu'il commençait par la vérité. Pendant ce temps, l'opinion publique commençait à se polariser. Certains secteurs accusèrent le gouvernement de négligence. Comment a-t-il été possible qu'une famille vive pendant des années hors de tout registre, en plein XXIe siècle? Comment se fait-il que personne, ni voisin, ni autorité locale, ni service de santé, n'ait de rien remarqué? D'autres critiquaient que le cas soit exposé dans les médias, argumentant que cela revictimisait les mineurs. Un journaliste a tenté d'interviewer Clara à la sortie du centre où elle vivait. Mariana l'a affrontée avec fermeté. Elle a dit que ce n'était pas une histoire à exploiter, mais une blessure qui devait être refermée avec respect. Cette même nuit, Clara a écrit une lettre qu'elle a gardée dans son cahier. « Je ne suis pas une nouvelle. Je suis une petite fille. Je ne veux pas qu'on me questionne sur ma douleur comme si c'était un film. Je veux qu'on me demande ce qui me rend heureux. » À la suite du scandale, le DIFE étatique a commencé une révision profonde de ces processus dans les communautés rurales. D'autres cas d'enfants non enregistrés, de familles qui vivaient dans des conditions insalubres, de mineurs qui n'avaient jamais mis les pieds dans une école ont été découverts. Rien d'aussi extrême que ce qui s'était passé au ranch, mais suffisant pour sonner l'alarme. Des brigades itinérantes ont été créées, le programme de santé communautaire a été renforcé, et des personnes locales ont commencé à être formées à la détection des risques infantiles. Tout cela grâce à l'écho d'une histoire que beaucoup auraient préféré ignorer. Et pourtant, au-delà des politiques publiques, des jugements médiatiques et des rapports légaux, le plus important se déroulait en silence. Dans une pièce peinte de couleur pastel, Clara enseignait à Anna à tenir un crayon. Dans une autre pièce, Diego apprenait à nommer les couleurs. Dans le jardin, Samuel regardait une porte en bois que quelqu'un avait accrochée comme symbole de ce qu'il avait laissé derrière lui. Et Mariana, la femme qui décida de regarder ailleurs, était toujours là, semaine après semaine, écoutant, étreignant, accompagnant. Pourquoi y a-t-il des douleurs qui ne s'effacent pas, mais si elles peuvent se transformer? Pourquoi même dans les histoires les plus sombres, s'il y a une main qui ne lâche pas, s'il y a une voix qui reste, s'il y a une foi qui ne se brise pas, l'horreur n'a pas le dernier mot. Et cela, peut-être, est la partie de l'histoire
qui vaut le plus la peine d'être rappelé. Des mois passèrent. Les enfants ne vivaient plus cachés, mais l'écho de cette maison sans fenêtre résonnait encore en eux. Certains bruits quotidiens les faisaient encore sursauter. Une porte qui claquait, un homme qui élevait la voix, une panne de courant soudaine. Les blessures n'étaient pas visibles, mais se manifestaient sous de petites formes. Dans la manière dont Anna se couvrait le visage chaque fois que quelqu'un s'approchait d'elle, dans la façon dont Diego mettait de la nourriture dans ses poches au cas où il n'y en aurait plus demain, ou dans ce long silence qui s'abattait sur Samuel chaque fois qu'on le regardait trop longtemps dans les yeux, Clara continuait d'écrire. Parfois, elle le faisait dans son cahier. D'autres fois, sur des feuilles volantes, qu'elle cachait ensuite sous l'oreiller. Elle commença à construire une histoire avec des dessins. Une petite fille qui vivait dans une boîte en bois, qui rêvait d'arbres, mais ne connaissait que des branches sèches. Elle lui donna un nom, Elena. Elle lui écrivit une vie qu'elle-même n'avait pas eue, mais qu'elle pouvait maintenant imaginer. Dans son histoire, Elena s'échappait par une fente dans le mur et découvrait un monde rempli de couleurs, de chansons et de bonnes personnes. On lui demanda si Elena était elle. Clara sourit avec tristesse. Elle dit que peut-être, mais qu'elle préférait ne pas le savoir. Devant les tribunaux, le procès contre le père, officiellement identifié comme Antonio S., se prolongeait au milieu de technicismes et de vides juridiques. L'homme s'accrochait à une version répétée et vide. Qu'il avait tout fait pour protéger sa famille, qu'il n'avait jamais manqué de pain ni de toit, qu'il était leur père et leur éducateur, et qu'il l'appelait à sa manière. Il n'a jamais montré de remords. Pas une seule fois il n'a demandé l'état des enfants, ni du petit qui était mort. Pour lui, tout était une guerre contre son autorité. L'un des moments les plus tendus du processus s'est produit lorsque l'on a tenté de présenter les dessins de Samuel comme preuve du dommage émotionnel. La défense s'est moquée, disant que les dessins ne sont pas des preuves. Ce sont des gribouillis d'un enfant fou. L'avocat de la défense n'a même pas regardé les feuilles. La psychologue qui les a présentées, une femme jeune, tremblante mais décidée, s'est effondrée en pleine tribune. Elle a dit que s'il n'était pas capable d'écouter ce que ses enfants disaient sans mots, alors il n'y avait plus de justice qui vaille. Pendant que cela se produisait au tribunal, Mariana a pris une décision courageuse et risquée. Elle a demandé la garde temporaire de Clara. Elle savait que ce ne serait pas facile, qu'elle ferait face à des questions, des évaluations, des visites constantes de travailleurs sociaux. Mais elle savait aussi que Clara avait besoin de plus qu'une institution. Elle avait besoin d'un foyer, une chambre avec son nom sur la porte, un endroit où elle pourrait cesser d'être un dossier et commencer à être une adolescente. Le processus de garde a été long. Mariana a été interrogée sur sa situation économique, son histoire médicale, sa vie personnelle. Certains fonctionnaires la regardaient avec méfiance. Car pourquoi quelqu'un voudrait s'occuper d'une enfant venant d'un passé si brisé? Mais elle ne se défendait pas avec des arguments, mais avec des actes, et avec... Elle a montré chaque cahier de Clara, chaque dessin, chaque lettre. Elle a dit qu'elle ne voulait pas la sauver, seulement l'accompagner. Finalement, la garde provisoire lui a été accordée. Le jour où Clara est arrivée dans sa nouvelle maison, la première chose qu'elle a faite a été de toucher les murs. Elle a marché pieds nus dans le couloir, est entrée dans sa chambre et s'est assise par terre. Mariana lui a demandé si elle allait bien. Clara a répondu que oui, mais que tout était trop propre. Cette nuit-là, elle n'a pas voulu dormir dans le lit. Elle a demandé un matelas par terre, près de la porte. Il lui a fallu des semaines pour s'habituer à fermer les yeux sans peur. Mariana lisait à voix basse jusqu'à ce qu'elle s'endorme.
Parfois, elle se réveillait avec des cauchemars. Mais elle ne criait plus. Elle cherchait seulement une main qui la rassure. Dans les centres où ses frères se trouvaient encore, de nouvelles dynamiques ont commencé à être mises en œuvre. Il leur a été permis de se voir une fois par mois, sous supervision. Au début, les rencontres étaient froides, maladroites, comme s'ils ne savaient pas comment interagir en dehors du contexte d'enfermement qu'ils avaient partagé. Mais lentement, les regards ont commencé à se reconnaître. Diego courait vers Clara et s'accrochait à son cou. Anna s'asseyait à ses côtés en silence. Samuel a mis plus de temps. Mais un jour, il lui a montré un dessin. C'était une maison avec une fenêtre ouverte. L'histoire, cependant, était loin d'être terminée. Sur les réseaux sociaux, des campagnes de solidarité ont surgi. Certaines personnes offraient de l'aide, des dons, même des adoptions. D'autres, en revanche, lançaient des jugements cruels. Ils disaient que ces enfants ne pourraient pas être normaux, qu'ils étaient nés marqués. Il y a eu ceux qui suggéraient qu'il était préférable de ne pas continuer à dépenser des ressources pour eux. Mariana évitait de lire les commentaires. Mais Clara, elle, le faisait. Un après-midi, elle a trouvé une publication qui disait qu'elle et ses frères ne seraient jamais comme les autres. Elle a fermé l'ordinateur et n'a pas parlé pendant 2 jours. Le 3e jour, elle a écrit dans son cahier « Peut-être ne sommes-nous pas comme les autres, mais cela ne signifie pas que nous ne méritons pas de vivre. » Francisco, au refuge, commençait un lent processus de reconstruction. Elle n'était plus la femme absente des premiers mois. Elle commençait à se souvenir avec plus de clarté d'épisodes de son enfance. Elle racontait des fragments entre sanglots. Comment sa mère la laissait seule pendant des jours. Comment son père lui disait que l'amour se démontrait en le laissant faire. Comment sa première grossesse a été confondue avec une maladie, parce que personne ne lui a expliqué ce qui se passait dans son corps. L'équipe de psychologues et thérapeutes comprenait que Francisco n'était pas seulement coupable. Elle était aussi victime d'une chaîne d'ignorance, de silence et de soumission. Ils décidèrent de travailler sur leur possible réinsertion sociale. Mais pas en tant que mère, mais en tant que personne. Francisco l'accepta. Il dit qu'il ne voulait pas récupérer ses enfants, qu'il désirait seulement qu'ils vivent une vie différente de la sienne. L'une des avancées les plus importantes du processus judiciaire eut lieu lorsqu'une réforme fut approuvée au niveau de l'État pour durcir les sanctions dans les cas d'abus intrafamilial et de consanguinité, incluant des protocoles plus clairs pour la détection et l'attention dans les zones rurales. Le cas de ce ranch devint un symbole. Mais le plus important, pour ceux qui l'ont vécu, ce n'était pas la loi écrite, mais les nouveaux mots qu'ils commençaient à utiliser. Liberté, foyer, espoir. Clara, un jour, demanda à Mariana si elle pouvait parler dans une école. Elle voulait raconter son histoire, mais pas comme un témoignage d'horreur, mais comme un avertissement. Elle voulait dire aux autres enfants que si jamais ils sentaient que quelque chose n'allait pas à la maison, ils le disent. Qu'ils n'aient pas peur, qu'il y avait toujours quelqu'un de prêt à écouter. Mariana parla avec une psychologue du système scolaire, et elles organisèrent une discussion simple, privée, avec des adolescents du secondaire. Clara se tint devant eux, tremblante, avec une feuille à la main. Elle ne leur lut pas toute l'histoire. Elle dit seulement « J'ai vécu de nombreuses années en pensant que le monde était une punition. Aujourd'hui, je sais que cela peut aussi être un cadeau. Mais il faut oser sortir par la fente. » Nadia applaudit à la fin. Personne n'osa. Il y eut seulement le silence. Et puis, des larmes. Les frères n'avaient pas encore été réunis dans la même maison. Les institutions continuaient d'évaluer ce qui était le mieux pour chacun.
Mais on parlait déjà de la possibilité que Diego et Ana soient adoptés par un couple qui avait suivi l'affaire depuis le début. Mariana ne s'y opposait pas. Clara non plus. Elle savait que chacun devait suivre son chemin. L'important était que personne ne ressente plus que sa vie ne valait que derrière une clôture de fil de fer. Le ranch, des mois plus tard, fut démoli. Cela ne fut pas fait avec des machines. Ce fut un acte communautaire. Bénévoles, voisins, organisations et ville. Clara était là. Mariana aussi. Les bois furent ramassés, les restes furent brûlés. À l'endroit, un arbre fut planté. Un jeune frêne, avec une plaque à son pied qui disait « Où il y eut de l'ombre » ou « Inace vida ». Et bien que tout ne se soit pas guéri, bien que certaines blessures brûlent encore en silence, le simple fait d'être sorti à la lumière fut, pour beaucoup, le premier pas vers quelque chose qui semblait impossible, une seconde chance. Pourquoi y a-t-il des histoires qui naissent de l'horreur, mais qui se transforment, avec foi et avec amour, en promesses de rédemption? Le jour où ils démolirent le ranch, le soleil était particulièrement brillant. Ni un nuage, ni une ombre, ni une brise qui soulage la chaleur. Cependant, personne ne se plaignit. Chaque planche qui était arrachée, chaque clou rouillé qui était retiré des murs pourris, était comme une forme symbolique d'ôter le pouvoir au passé. Clara se maintint à distance, observant les bras croisés. Mariana, debout à ses côtés, lui offrit sa main. Clara l'étint, mais ne dit rien. Seulement quand la maison n'était plus qu'un tas de décombres. Elle murmura une phrase que personne d'autre n'entendit. Maintenant, oui, elle est partie. Dans les jours suivants, Clara recommença à écrire. Cette fois, pas sur le passé, mais sur ce qui allait venir. Dans son carnet apparurent des phrases comme « Demain, je veux cuisiner à Ross. Je veux apprendre à faire du vélo. Quand j'aurai 18 ans, je veux visiter la plage. » Mariana lui demanda si elle avait déjà vu la mer. Clara nia de la tête. « J'ai seulement entendu que cela sonne comme une mer endormie, » a-t-elle répondu. Mariana lui a promis que, quand elle serait prête, elles iraient ensemble. L'histoire de Clara s'est fait connaître peu à peu dans des cercles plus larges, non par la presse, mais par des personnes qui avaient été touchées d'une certaine manière par son expérience. Une enseignante retraitée a commencé à utiliser des fragments des écrits de Clara dans des ateliers de lecture en zone rurale. Un groupe de jeunes artistes a créé une pièce de théâtre basée sur les silences qui habitent les foyers brisés. Un pasteur évangélique a dédié une prédication à l'histoire d'une fille qui est née sans nom, mais pas sans âme. Mais tout n'était pas lumière. À mesure que les enfants commençaient à reconstruire leur vie, le système montrait ses limites. Samuel, l'adolescent le plus affecté, a eu une rechute grave. Il a commencé à s'automutiler fréquemment et à montrer des signes d'isolement extrême. Il a été transféré dans un centre psychiatrique spécialisé hors de l'État. Bien que l'équipe médicale fût compétente et compatissante, Samuel n'a pas répondu aux traitements initiaux. Il refusait de parler, de manger, d'interagir. Il écrivait seulement, sur des feuilles qu'il déchirait ensuite, la même phrase encore et encore. « Pourquoi moi ?» Clara, en l'apprenant, a insisté pour aller le voir. Mais les autorités ne l'ont pas permis. Il disait que ce n'était pas prudent, que cela pourrait être contre-productif pour les deux. Mariana a essayé de médiatiser, d'argumenter que peut-être ce dont Samuel avait besoin n'était pas une autre évaluation médicale, mais une voix familière, une présence sûre. Elle n'y est pas parvenue. Les institutions, parfois, ont aussi peur. Clara a alors écrit une lettre, d'une écriture ferme, sans rature. « Je t'ai vu quand tu avais peur, quand tu te cachais sous la table. Moi aussi j'avais peur. Mais nous sommes vivants,
et c'est déjà beaucoup. Ne te rends pas, il n'est pas seul. Mariana a remis la lettre par l'intermédiaire d'une travailleuse sociale. Des semaines plus tard, Clara a reçu une feuille pliée. Elle n'avait pas de mots. Seulement un dessin, une porte entr'ouverte et deux petites figures, main dans la main. D'autre part, Diego n'était plus sur le point de commencer une nouvelle étape. Un couple, après avoir passé tous les filtres et formations, a été approuvé pour leur adoption. Les deux enfants avaient établi un lien fort avec les futurs parents adoptifs. Ils les appelaient par leur nom, pas par maman ou papa, mais on remarquait que quelque chose de profond commençait à se former. Le jour où la sentence a été officialisée, Clara les a accompagnés. Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas non plus montrée triste. Elle a seulement serré les deux avec tendresse et leur a dit à l'oreille : « Vivez, jouez, rêvez. Vous avez déjà des ailes. » Le couple a invité Clara à faire partie de leur vie, comme sœur aînée, comme visiteuse fréquente, comme ce qu'elle voudrait être. Clara a accepté, non comme partie d'une nouvelle famille, mais comme témoin d'une histoire qui ne s'est pas terminée en tragédie. Diego lui a offert un dessin, un arbre, avec beaucoup d'oiseaux. Au centre, un plus grand, avec le nom de Clara en lettres tordues. Elle l'a rangé dans un dossier qu'elle a intitulé « Choses que je ne veux pas oublier ». Pendant que tout cela se passait, Francisco continuait son processus de réparation personnelle. Un jour, elle a demandé à participer à une journée de sensibilisation organisée par un groupe de femmes survivantes de violences domestiques. Elle a raconté son histoire sans détails morbides, sans dramatisme. Elle a seulement dit « J'ai été fille du silence. J'ai été mère dans l'obscurité. Aujourd'hui, j'essaie de voir la lumière. » Certaines femmes ont pleuré. D'autres l'ont étreinte. Certaines l'ont jugée en silence. Mais elles ne cherchaient pas d'approbation. Je voulais seulement dire à voix haute ce que pendant des années, j'avais seulement crié à l'intérieur. Clara, informée de ce témoignage, décida de lui écrire. Non pour se réconcilier, mais pour clore un cycle. La lettre disait « Je ne sais pas si je te pardonne, mais je ne te hais plus. Ce que tu as fait m'a marqué. Mais ce que je décide de faire de ma vie est à moi. Et moi, je choisis de ne pas le répéter. » Le procès contre Antonio arriva finalement à sa dernière étape. Il fut déclaré coupable de multiples délits. Abus sexuels aggravés, privation illégale de liberté, omission de soins, violence familiale continue. La condamnation fut exemplaire. 68 ans de prison sans droit à liberté conditionnelle. Pendant la lecture de la sentence, il ne montra aucune émotion. Il demanda seulement une feuille et un stylo. Il écrivit quelque chose et le rangea dans la poche de sa chemise. Personne ne sut ce que ça disait. À la sortie du tribunal, les médias attendaient. Mais Clara ne voulut pas parler. Elle dit que les mots importants ne se crient pas devant les caméras. Elles s'écrivent, elles se chuchotent, elles se vivent. Elle n'était plus la petite fille qui tremblait devant un lit. Maintenant, elle marchait droite, les yeux ouverts, l'âme brisée, oui, mais pas vaincue. L'équipe de psychologues qui l'accompagna pendant des mois proposa qu'elle écrive un livre. Mariana soutint l'idée, mais Clara demanda du temps. Elle dit qu'avant d'écrire pour les autres, elle voulait vivre pour elle. Manger de la glace sans culpabilité, se perdre dans une librairie, rire jusqu'à ce que l'estomac fasse mal, apprendre à nager. Et ainsi, l'histoire qui commença dans l'ombre d'un ranch maudit commença à se transformer en autre chose, pas de rencontre de fées. Pas en rédemption immédiate. Sinon en quelque chose de plus réel, une vie qui continue, pas à pas, blessée mais debout. Parce qu'il y a des enfances qui n'ont pas été sauvées à temps.
Mais il y a aussi des présents qui peuvent être sauvés, s'il y a de la volonté, s'il y a de la compassion, s'il y a quelqu'un qui décide de dire « ça suffit ». Et dans cette histoire, bien qu'elle fût semée dans la douleur, commença à fleurir une vérité que peu osent accepter. Que même dans les recoins les plus sombres du pays, où l'État n'est jamais arrivé, où l'Église est tombée, où les voisins ont regardé de l'autre côté, la dignité humaine peut encore se lever. Clara, Diego, Anna, Samuel et les autres ne sont pas des miracles. Ils sont la preuve vivante que l'amour n'arrive pas toujours à temps. Mais quand il arrive, il peut briser des chaînes. Il n'efface pas le passé, mais il construit des futurs. Et cela, à lui seul, est déjà un acte de foi. L'automne arriva à Durango avec un calme qui semblait étranger à tout ce qui avait été vécu. Les rues du centre commençaient à se remplir de feuilles mortes. Les petits magasins exposaient du pain des morts dans leurs vitrines. Et dans les écoles rurales, les enfants découpaient des crânes en papier pour l'autel. Pour beaucoup, c'était une saison de coutumes, de famille, de souvenirs. Mais pour Clara, cet automne marquait la première année complète hors du ranch. La première année avec un toit qui ne menaçait pas de s'écrouler, avec une assiette de nourriture qui ne dépendait de l'humeur de personne, avec un lit qui, enfin, elle pouvait considérer sien. Le calendrier était devenu une nouvelle habitude. Mariana lui apprit à barrer les jours, à planifier de petits objectifs. Au début, c'était des choses simples. Apprendre à utiliser le micro-ondes, prendre le bus seul jusqu'à la bibliothèque, mémoriser sa curpe. Ensuite, les objectifs devinrent plus ambitieux. Lire un roman entier, parler devant une audience, écrire son témoignage. Clara avait une façon particulière d'exprimer le passage du temps. Elle disait que sa vie antérieure avait été comme une porte fermée et que maintenant chaque jour était une fente plus ouverte. Pendant ce temps, l'arbre planté sur le terrain de l'ancien ranch avait grandi de quelques centimètres. Quelqu'un, personne ne sut qui, prenait soin du site avec diligence. La croix blanche était toujours là, ferme, et autour d'elle commençaient à apparaître des fleurs sauvages. De temps en temps, des voisins laissaient de petites bougies, des coupures de journaux, des messages anonymes écrits sur des feuilles pliées. Il n'y avait ni nom, ni signature. Seulement des phrases comme « pardon de ne pas avoir vu » ou que le silence ne revienne pas. La directrice du refuge où Francisco avait été a organisé une rencontre avec d'autres femmes survivantes d'enfermement familial. Elle a proposé à Francisco de partager son processus lors d'un échange privé. Francisco a accepté, non pour justifier ce qui s'était passé, mais pour rompre la chaîne. Pendant son intervention, il a parlé d'une voix tremblante mais claire. Il a dit qu'il avait vécu en croyant que sa vie appartenait à un autre, que son corps était un territoire étranger, que son esprit n'avait pas le droit de penser différemment, et que ce n'est que lorsqu'il a perdu ses enfants qu'il a compris que cela aussi était une forme de mourir. Plusieurs femmes ont pleuré. Une s'est approchée ensuite et lui a dit que, grâce à ces mots, elle oserait dénoncer son mari. Une autre, à voix basse, a confessé qu'elle aussi avait grandi sans savoir qu'elle était libre. Francisco n'a pas répondu. Il les a seulement embrassés. C'était la première fois qu'il embrassait quelqu'un sans peur depuis qu'il avait de la mémoire. Dans une école secondaire d'une communauté proche, Clara a donné sa deuxième conférence. Cette fois, elle ne pleurait pas. Elle a parlé depuis le cœur. Elle a raconté des fragments de son enfance avec délicatesse, sans détails inutiles. Elle a dit que l'enfermement le plus cruel n'était pas physique, mais celui qui convainquait un enfant qu'il n'avait aucune valeur. À la fin de son exposé, une enfant a levé la main et a demandé ce qu'on pouvait faire si l'on ressentait de la peur dans sa propre maison.
Clara est descendue de l'estrade et a marché vers elle. Elle lui a pris la main avec habileté et a répondu « Parle, tu n'es pas seule ». Ce geste a été photographié par une enseignante et l'image est devenue virale, non par voyeurisme, mais parce qu'elle touchait une blessure profonde dans la conscience collective. L'image montrait quelque chose que beaucoup avaient oublié, que les enfants parlent, ressentent, savent. Ils ont seulement besoin d'un adulte qui écoute sans minimiser, sans douter, sans tourner la tête. Le Système national pour le développement intégral de la famille, DIF, a lancé une campagne au niveau national, basée sur cette image. Ils l'ont intitulée « Écoute sans peur ». Ils ont utilisé la photo avec la permission explicite de Clara, qui a demandé que son nom réel ni son visage complet ne soient utilisés. Mariana l'a aidé à revoir chaque texte, chaque affiche, chaque vidéo. Pour la première fois, une victime décidait comment son histoire était racontée. Samuel, encore interné au centre psychiatrique, a commencé à montrer de légères améliorations. Il avait accepté des séances de thérapie assistées par des animaux. Une petite chienne appelée Luna est devenue son premier lien affectif depuis sa sortie du ranch. Il a commencé à la dessiner, à lui parler à voix basse, à sourire quand elle l'attendait à la porte du centre. Ses soignants ont compris que le chemin serait long, mais ce n'était plus un labyrinthe sans issue. Clara lui envoyait des lettres toutes les 2 semaines. Parfois, elle lui écrivait seulement « Je suis toujours là. Toi aussi tu peux ». Diego et Yana, dans leur nouveau foyer, s'épanouissaient comme des plantes bien arrosées. Ils apprirent à faire du vélo, à lire des contes, à chanter des chansons qui parlaient d'étoiles, de forêts, d'animaux marins. Leur mère adoptive, une bibliothécaire à la voix douce, organisait des séances de lecture à voix haute chaque nuit. Diego s'endormait souvent avant que le conte ne se termine, tandis qu'Anna posait des questions comme « Et si le dragon ne voulait pas se battre, seulement jouer ?» La famille entière tournait maintenant autour d'une vérité essentielle, que l'amour n'exige pas la perfection, seulement une présence constante. Mariana, de son côté, commença à recevoir des invitations à des conférences, à des tables de discussion sur l'enfance vulnérable, à des forums sur les droits humains. Mais elle n'y assistait pas seule. Elle emmenait toujours Clara. Elle disait qu'elle ne pouvait pas parler de ce qu'elle n'avait pas vécu elle-même. À une occasion, lors d'une rencontre nationale de protection de l'enfance, Clara monta sur scène et dit « Vous êtes le système ? Mais nous avons été les fissures. Si vous n'osez pas regarder à l'intérieur des fissures, alors vous ne protégez rien. » L'ovation fut longue, mais Clara ne cherchait pas les applaudissements. Elle cherchait qu'il n'y ait plus d'enfants comme elle, comme ses frères et sœurs, comme les milliers qui vivent encore entre des murs et un nom, entre des voix qui leur répètent qu'ils ne valent rien. L'arbre à l'emplacement du ranch fut entouré d'une petite clôture en bois blanc. Une artiste locale y peignit les noms de tous les enfants du cas, utilisant des pseudonymes pour protéger leur identité, mais laissant clair qu'ils furent réels, qu'ils existèrent, qu'ils existent encore. Sous l'arbre, quelqu'un plaça une pierre avec une inscription « Ici, l'espoir fut semé ». Un groupe d'anciens travailleurs sociaux, inspirés par le cas, fonda une organisation appelée « Renaître à voix basse », dédiée à détecter les signes d'abus dans des communautés isolées. Ils commencèrent avec peu de ressources, mais beaucoup d'envie. Clara fut leur marraine symbolique. Elle enregistra un message qui disait « Si moi j'ai réussi à sortir, toi aussi tu peux. Ne crois pas que tu es seul, juste parce que personne ne te voit. Parfois, l'aide tarde. Mais elle arrive. » Francisco, qui vivait maintenant dans une maison d'accueil pour femmes en processus de réintégration, reçut la visite de Clara avec le consentement préalable des deux. Ce fut une rencontre brève.
Elles se regardèrent longtemps avant de dire un mot. Clara ne pleura pas. Francisco, oui. Elle lui demanda pardon sans excuse, sans explication. Juste cela, pardon. Clara acquiesça de la tête et répondit « Je ne suis plus ta fille, mais je te souhaite la paix. » Puis, elle partit. Elle ne reparla plus du sujet. Mais dans son journal, elle écrivit « Aujourd'hui, la dernière porte s'est fermée. » Et ainsi, l'histoire qui commença par une dénonciation anonyme cessa d'être seulement un cas. Elle se transforma en symbole, en avertissement, en leçon, une prière. Car dans un pays où tant d'enfants se perdent dans la statistique, dans la rumeur, dans le silence, celle-ci fut une qui refusa de mourir. Et bien que la douleur reste vivante à chaque pas, à chaque regard, à chaque souvenir qui fait plus mal qu'il ne peut être dit à voix haute, il y a aussi la certitude que l'obscurité n'est pas éternelle, qu'il y a des fenêtres qui s'ouvrent, des mains qui se tendent et des vies qui se reconstruisent avec patience, avec foi, avec tendresse. Même si c'est peu à peu, même si c'est à voix basse, même si le monde n'est pas encore prêt à écouter. Le 2e anniversaire de la sortie du ranch arriva sans cérémonie, sans caméra, sans discours officiels. Ce fut un jour nuageux, tranquille, presque indifférent au poids symbolique qu'il portait. Clara se réveilla tôt, se servit un café au lait et sortit dans le jardin. Mariana l'observa depuis la porte sans rien dire. Dans le cahier que Clara n'utilisait plus comme journal intime, mais comme espace de création, elle écrivit une seule ligne. « Le silence ne me fait plus mal. » Cette phrase fut le point final d'une histoire qui, bien qu'elle ne se termina pas, laissait derrière elle une étape qui semblait interminable. Car ce que Clara avait vécu n'était pas seulement une enfance volée, mais un profond processus de négation d'existence. Et récupérer la voix ne fut pas un acte spontané ni miraculeux. Ce fut une construction quotidienne, avec des chutes, des reculs et des cicatrices qui brûlent encore les jours froids. En ce même jour, en différents points du pays, des personnes qui suivirent l'affaire décidèrent de faire quelque chose en son honneur. Dans un lycée rural d'Oaxaca, les étudiants réalisèrent une murale où l'on voyait une fille ouvrant une fenêtre. À Monterrey, une association civile commença une campagne de prévention intitulée « Qu'on ne te fasse pas taire ». Au Chiapas, une maîtresse d'école primaire inclut dans ses classes une lecture adaptée du témoignage de Clara. Aucune de ces actions ne fut grande, médiatique ou parfaite, mais toutes étaient tissées avec le même fil invisible, la conviction que la douleur ne doit pas être héritée. Samuel, sous traitement, avait commencé à utiliser le mot « sœur » pour se référer à d'autres adolescents de son groupe thérapeutique. Luna, la petite chienne qui l'avait accompagnée depuis son premier sourire, continuait de dormir à côté de son lit. Quand un soignant lui demanda s'il désirait retourner à Durango, Samuel nia de la tête. Il dit que sa maison n'était plus un lieu, mais un moment. « Ma maison fut quand Clara me dit qu'elle était ici », murmura-t-il. Anna et Diego s'intégraient de plus en plus à leur nouvelle famille. Il avait voyagé pour la première fois en avion, visité la mer, goûté le côté de saveur qu'il ne savait même pas nommer. Dans leurs dessins n'apparaissaient plus de figures sombres ou de maisons enfermées. Maintenant, il y avait des parcs, des animaux, des rires. Parfois, ils se réveillaient encore la nuit, mais ne pleuraient plus. Ils marchaient jusqu'à la chambre de leurs parents adoptifs, frappaient à la porte et demandaient à y dormir. Personne ne leur disait non. Francisco, de son côté, choisit un chemin éloigné du feu des projecteurs. Il déménagea dans un village du sud du pays, où il commença à collaborer avec une organisation qui s'occupait de femmes sans accès aux services médicaux. Il ne parla plus jamais devant les caméras, ni ne chercha de reconnaissance. Il demanda seulement que
Si un jour quelqu'un racontait son histoire, on ne la peigne pas comme un monstre, ni comme une victime sans visage. « Je n'ai été qu'une enfant que personne n'écouta à temps », dit-il une fois. Mariana, en voyant tout ce qui avait fleuri à partir d'un geste sien, une visite, un sac de provisions, une prière devant un lit, elle comprit quelque chose qui transformerait sa manière de voir le monde. Il ne faut pas avoir le pouvoir pour changer une vie. Il faut de la présence, de la persistance, de la compassion et surtout, la foi que l'âme humaine, aussi blessée qu'elle soit, peut toujours apprendre à respirer hors de l'enfermement. Clara publia finalement son livre. Elle ne le fit pas avec une grande maison d'édition, ni avec des ambitions de célébrité. Elle l'imprima avec l'aide d'une petite fondation et le distribua dans des écoles, des bibliothèques communautaires et des foyers. Le titre fut simple. « Quand j'ouvris la porte ». Sur la première page, elle écrivit une dédicace à ceux qui sont encore à l'intérieur. Ne vous rendez pas. Le monde n'est pas un châtiment. Il y a de la vie après la clôture. Ce qui arriva après fut inattendu. Des lettres commencèrent à arriver, de différents États, de villages reculés, d'institutions pour mineurs, de prisons pour femmes, de centres de réhabilitation. Lettres écrites à la main, avec des fautes d'orthographe, mais pleines de vérité. Certaines disaient « Maintenant je comprends que ce n'était pas ma faute ». D'autres « Moi aussi j'ai grandi en silence ». Beaucoup disaient simplement « Merci ». Clara a répondu à toutes, pas avec de longues phrases, mais avec une de ces phrases qui était déjà devenue une devise. Ta voix mérite aussi d'être entendue. Aujourd'hui, Clara étudie la psychologie. Elle rêve d'ouvrir un espace où les filles et les garçons qui ont subi des abus pourront guérir sans avoir à revivre encore et encore ce qui leur est arrivé. Mariana reste son guide, sa famille, son port sûr. Chaque après-midi, en rentrant de cours, elles s'assoient ensemble pour préparer le dîner. Elles parlent peu. Elles n'en ont pas besoin. Elles partagent le langage de ceux qui ont traversé l'abîme et sont revenus les mains pleines de vérité. Le terrain où se trouvait autrefois le ranch est maintenant un petit parc. Il n'a pas de jeu, ni de banc, ni de lumière. Seulement de l'herbe propre, le frêne qui a poussé fermement et une pierre sur laquelle sont gravés les mots que Clara a choisis. Ici a commencé la seconde chance. Et toi, qui regarde cette histoire? Tu te demandes peut-être pourquoi nous racontons quelque chose d'aussi douloureux, d'aussi difficile à imaginer. Nous le faisons parce que nous ne pouvons pas permettre que le silence nous gagne à nouveau. Parce que chaque enfant oublié, chaque maison fermée, chaque cri étouffé a besoin de quelqu'un pour l'écouter, le voir, le mettre en lumière. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à réfléchir. Combien de personnes connais-tu qui n'ont pas de voix? Combien d'enfants passent devant toi tous les jours sans que tu ne vois leur douleur? Tu n'as pas besoin d'être assistant social, psychologue ou activiste. Il suffit d'être attentif, de regarder vraiment. Comprends. Crier une fois de plus et tout va bien. Abonne-toi à cette chaîne si tu crois, comme nous, qu'il y a des histoires qui méritent d'être racontées non pas pour le scandale, mais pour éveiller les consciences. Partage cette vidéo si tu sens que quelqu'un a besoin de l'écouter. Et surtout, dis-nous, pour qui élèverais-tu la voix? Qui a besoin que tu sois ce pont vers la lumière? Ici, à Mexico Prohibido, nous continuerons à ouvrir des portes, une histoire à la fois. Parce que quand le monde se tait, nous parlons. Et parce que, comme l'a dit Clara, ta voix mérite aussi d'être entendue.